Est très cher car utilisé dans toutes les nouvelles technologies, en pleine brousse et dans une société encore traditionnelle. Voici une usine qui est en fait au cœur de la finance et de la mondialisation. Jenny Briffa, Alexis Jacquet, Gueltas Kerwat et Guylain de Laval. Il a beau essayer de se dissimuler derrière un manteau de brume, depuis des années, le massif du Koniambo est l'objet de toutes les convoitises. Cette montagne plantée dans le nord de la Nouvelle-Calédonie constitue un trésor inestimable. Chaque pente de ce massif, chaque vallée, Miguel les a sillonnées. Bon, c'est good. On fait du bruit un peu. Miguel est géologue. Chaque jour avec son équipe, il sonde les entrailles du Koniambo à la recherche de son trésor, du minerai de nickel. Visuellement, on se dit, le gisement il est là. Mais sauf qu'on ne sait pas exactement où se trouve le trésor ou le minerai. Ce jour-là, la foreuse creuse 30 mètres sous terre. Elle remonte à la surface des extraits du sous-sol, avec peut-être un bout du trésor du Koniambo. Oh Miguel, c'est ça ton trésor? Voilà mon trésor, Jenny. Et voilà le nickel pur qu'on recherche particulièrement sur nos mines. Donc c'est un or qui est vert en fait? Ah, le nickel, c'est l'or vert. Là, on est carrément sur un trésor de 20 km de long sur 8 de large. Ces montagnes valent des milliards de dollars. Le minerai de nickel est indispensable à la fabrication de l'acier inoxydable. On en trouve donc partout, des fourchettes aux carrosseries de voitures, des boutons de jean à l'électroménager. L'île détient un tiers des réserves mondiales de nickel, une richesse inestimable. Depuis le massif, on distingue sur la plaine de Vavuto l'usine qui traitera le minerai. On l'appelle l'usine du Nord. Elle est encore en construction. C'est le plus gros chantier métallurgique du monde. 7000 tonnes d'acier, l'équivalent de 8 tours Eiffel, manipulées par des milliers d'ouvriers. Loin de l'agitation du chantier sur le Koniambo, dans la brume matinale, le balai des 100 tonnes commence. Au volant de l'un de ces monstres, un petit bout de femme Maïté, la meilleure pilote de la mine. Le terrain, il est bien glissant, tu vois. Il faut prendre de l'élan, quoi. C'est ce qui est amusant aussi, j'imagine, non? C'est vrai en plus. Tu préfères quand ça glisse? Ouais, un peu, hein. Mais tu diras pas ça à mon chef de poste. Mon rêve quand j'étais petite, c'était de conduire un camion. Mais pas celui-là, mais c'est encore mieux. Ah oui, tu pensais conduire un plus petit, quoi. Voilà. Donc là, tu as dépassé ton rêve, quelque part. Mais j'aime bien, c'est choc. Sur le Koniambo, tout est une histoire de rêve. Tout a commencé avec celui des vieux Kanaks, le peuple originel de l'île. C'est quelque chose que nos vieux ont demandé, vous voyez. D'habitude, dans les grandes entreprises minières, c'est eux qui demandent de venir travailler ici. Mais là, c'est le peuple qui a demandé qu'il y ait quelque chose ici en province Nord. Et puis, comme je fais partie du Nord, c'est une fierté pour les Mélanésiens, pour les Kanaks. C'est une fierté, ça. Moi, je suis contente de travailler ici. Les Kanaks ont soulevé des montagnes pour qu'on exploite la leur dans le nord de l'île. Une région restée à l'écart du développement. Avec leur bénédiction, chaque jour, on écorche un peu plus le massif. Pourtant, dans leur culture, chaque arbre, chaque rocher est comme vivant. Chaque bout de terre est relié à un clan, une tribu. Bah là, je dirais que c'est quand même paradoxal aussi dans le sens où ce lien à la terre qui est profondément ancré en nous les Kanaks et tout. Mais c'est à nous de bien travailler nos mines. C'est vrai que moi, ça me fait particulièrement quelque chose quand je vois qu'on détruit aussi l'environnement, hein, qu'on détruit ces montagnes-là. Mais c'est le prix à payer dans le cadre d'un développement. Ça nous fait mal à un côté, mais on sait aussi que ça donnera du travail pour nous, pour notre génération aujourd'hui, mais pour les générations aussi futures. Du travail, de l'argent, tous les habitants en attendaient dans cette région. Aujourd'hui, tout va changer grâce à la mine et surtout à son usine. Ce chantier hors norme compte 6000 travailleurs. Une fourmilière où se côtoient 39 nationalités. Et curieusement, tous les matins, ce temple du profit s'éveille avec une musique, un tantinet martial.
Les ouvriers thaïlandais et philippins font leur gymnastique matinale. Sur le chantier, la moitié des travailleurs sont étrangers. Un concentré de mondialisation au milieu de la brousse, où chacun a ses petites habitudes. Comme le massage pour les Thaïlandais. Pour eux, ce contrat est un trésor plus intéressant encore que le nickel. Avant, j'étais à Singapour et à Taïwan, mais ici, c'est beaucoup mieux. Mais pourquoi? On est mieux logé et mieux nourri. Et surtout, le salaire est beaucoup plus élevé. On touche 1 250 €. Pour certains d'entre nous, ça représente 4 fois notre salaire habituel. Moi, je suis très heureux vraiment. Pas à pas, chacun s'approche de son rêve d'opulence ou de modernité, les Asiatiques comme les Calédoniens. Dans cette tour de Babel métallique, les mains font rapidement office de langue officielle. Et puis évidemment, il y a l'anglais. Enfin, des variations de l'anglais avec autant d'accent que de nationalités. Morning. Hello Yann. Good, How are good. you? Good. And you? Very good. Ça va bien? Ça va très bien. Nadège est une jeune Kanak, ingénieure en électricité. Elle va inspecter le travail de Yann et son équipe chinoise. Okay, no problem. Premier défi, se comprendre. Ouais, ils ont bien piqué. We have to get one arctic rod, the second. So this is the first one, that's the second. To protect the people, to get the electric charge. Bon, eux, ils ont l'air de se comprendre. Mais oui, on se comprend. Et puis, j'ai appris quelques mots en français. Bonjour, bonjour, merci beaucoup, à demain. Demain, justement, l'usine fonctionnera grâce aux milliers de travailleurs et aux camions qui parlent chinois. Sur cette terre riche en nickel, le destin des peuples du monde entier s'est toujours croisé. Dans la plaine, une autre langue résonne depuis plus d'un siècle. Le vietnamien. Monsieur Dang est né sur le Cognambo. Son père travaillait à la mine. Aujourd'hui, il repose au pied du massif dans le petit cimetière de Vaux. Depuis 75 ans, son fils se recueille sur sa tombe. Il est parti en 1937, alors que j'avais à l'époque 17 mois. En novembre 1937. Et ils ont planté cet arbuste-là. Un an après, il est toujours resté. Monsieur Dang est le fondateur de l'usine, l'un des hommes d'affaires les plus influents de l'île. Comme des milliers d'autres, ses parents ont quitté le Vietnam pour la Nouvelle-Calédonie au début du siècle, pour travailler dans les mines de nickel. À l'époque, on ne parlait pas d'esclavage, mais c'était tout comme. Mon père portait le numéro 10206 et ma mère le 649. C'était des Tiendang. Et à l'époque, l'exploitation de la mine se faisait au pic et à la pioche. C'est un travail très dur. Un jour, ma mère me racontait que certains ouvriers manquaient parce qu'ils étaient malades. Et le contremaître faisait un cercle, il le mettait au milieu et puis le fouettait. Certains se faisaient écraser les doigts pour pouvoir être rapatriés sanitaires. Tellement qu'ils souffraient, tellement ils étaient malheureux. Monsieur Dang a grandi dans une Nouvelle-Calédonie coloniale, où les travailleurs immigrés et les Kanaks étaient laissés pour compte. Une souffrance commune qu'il n'oubliera pas. À la force du poignet, il se construit une belle situation dans l'automobile. Un jour, il vend une voiture à Jean-Marie Tjibaou, le leader indépendantiste kanak. C'est le début d'une profonde amitié. Jean-Marie Tjibaou veut préparer l'indépendance économique et politique. Monsieur Dang, le progressiste, accepte de l'aider. Il prend la tête d'une société minière acquise par les Kanaks. Ce que demandaient les Kanaks, c'est leur introduction dans le développement économique. Et c'est comme ça que j'ai accepté, car c'était aussi, pour moi, une façon de contribuer à une paix durable.
Cette paix qui a volé en éclats dans les années 80. L'archipel était au bord de la guerre civile entre les militants indépendantistes et les partisans de la Nouvelle-Calédonie française. Véhicule KNS entre en zone 1 en direction... Nadège Lakanak, ingénieur en électricité, est la preuve que depuis les années 80, les choses ont bien changé. Aujourd'hui, son casque bleu de chef vissé sur la tête, elle vérifie des installations sur la mine du Koniambo. Par la même occasion, elle supervise le travail de collègues, même lorsqu'ils sont blancs. Extrémité. Ah, ben c'est juste là. C'est bien 450. Ouais. Enfin, par rapport à... T'as fait ce que je t'ai demandé. C'est pas toujours courant de rencontrer des Kanaks cadres ou superviseurs. Ça m'arrive quelquefois de rencontrer des personnes avec qui j'étais à l'école, qui travaillent sur le projet dans des entreprises sous-traitantes et qui me disent ah mais je t'ai croisé sur le chantier et tout, t'as le casque bleu mais non t'es un chef et tout. On voit que les gens sont fiers quand ils rencontrent des Kanaks à des postes à responsabilité ou qui sont impliqués dans ce projet, sachant l'importance qu'il a pour notre pays. Mais il n'y a pas que les Kanaks. Un peu plus bas sur le massif, Miguel, le géologue, a reçu le résultat de ses échantillons. Peu importante, hein. Il y aura un peu de minerai, mais ce sera difficile pour toi avec ta pelle de pouvoir dissocier ça de ça. Il travaille avec Christian, un métis kanak. C'est pas une question de couleur ni de peuple. Je crois que pour tout le monde dans le Nord, c'est très important. Et puis l'ensemble des gens du Nord, hein, on attendait tous impatiemment ce rééquilibrage, ce projet pour trouver une place au sein de la société calédonienne et de prouver qu'on est capable de tenir au sein de grandes sociétés la ligne. La ligne, elle se garde aussi en portant les marmites qui nourrissent les 1800 Chinois. Laurent, vous m'avez dit que là, vous venez d'avoir un arrivage un peu exceptionnel. Ouais, là, on a reçu leur piment, 600 kilos. Là, ça va subvenir à leurs besoins là, pour un petit moment. Hein. 600 piments. Et les cuisiniers sont contents alors? Alors là, ils sont heureux. Ouais. Du moment qu'il y a du piment, ils sont heureux. Le piment, c'est bon? Pour moi, c'est bon. C'est rentré dans les mœurs. Même quand je rentre à la maison, maintenant, même ma femme se plaint, je fais trop cuisine chinoise. Alors... Dans cette cantine, on met les moyens pour satisfaire les papilles orientales. Bin, le chef, est venu spécialement de Chine remplacer un cuisinier occidental un peu trop fade. Et dès qu'on met du piquant dans la cuisine avec les Chinois, le succès est garanti. Margaret et Josiane en savent quelque chose. Faut aller vite. Pas qu'on traîne avec eux parce que voilà, ils sont très pressés de manger. Non. Et puis comme ça, ils ont le temps d'aller se reposer avant de reprendre le travail. Avec la nourriture, ils n'ont pas l'air de rigoler, hein. Faut les servir vite ou quoi? Ah oui, oui. Ils sont très rapides, ils mangent vite et ils n'ont pas le temps de s'asseoir, se parler, discuter, ils sortent vite. Et ils mangent des sacrées assiettes, hein? Oui, surtout le riz. Vous mettez combien de riz? Il faut charger jusqu'à qu'ils disent stop. Dans la bonne humeur, elles servent 3600 repas par jour. Pour ces ouvriers qui ne rentrent qu'une fois par an chez eux, comme Yann, ce réfectoire n'est pas seulement une cantine. C'est un lien avec leur pays. Quand je suis arrivé ici, les plats chinois étaient cuisinés par des Occidentaux. Avec les collègues, à la première assiette de riz, on s'est dit « mais c'est pas le riz de chez nous ». C'était vraiment très différent. Après une grosse journée de travail, on a envie de bien manger. Alors la direction a compris qu'il fallait faire quelque chose et ils ont fait venir des chefs cuisiniers de chez nous, les Chinois. Tiens, maintenant c'est mieux. Avec ce chantier gigantesque, il a fallu construire une véritable ville, avec ses cantines, son épicerie, son infirmerie. Dans ces petits immeubles blancs sont logés les 3500 travailleurs étrangers.
Quand la nuit est tombée sur le site, les travailleurs pensent à leur famille. Ils rêvent de leur pays. Eux qui sont venus à l'autre bout du monde réaliser un autre rêve, celui d'une Nouvelle-Calédonie plus juste. Le rêve de Monsieur Dang. Un grand bonhomme. C'est lui qui a imaginé cette usine. Il a réussi à convaincre des investisseurs internationaux. Et plus difficile, les broussards du coin. Avant, ici, il y avait juste du bétail, c'est ça? Il y a du bétail et du cerf ici. Et un peu de cochon. On rentrait, on sillonnait à l'intérieur. Il y avait 3 propriétaires qui étaient ici. Et j'ai mis 1 an pour les convaincre de pouvoir nous céder cette propriété. Et vous leur aviez dit que c'était pour construire une usine? Non, j'ai pas dit que c'était pour construire une usine parce que sinon les prix auraient flambé. Et il est vrai que je ne pourrais pas tout vous dire, mais c'est le métier du négociateur. Monsieur Dang est l'une des plus grosses fortunes de l'île. Mais il ne travaille pas uniquement pour son compte en banque. Derrière cette usine, certains voient des dollars. Lui espère le rééquilibrage économique entre Nouméa la Blanche et le reste du pays plus pauvre. Il rêve d'une réconciliation solide entre les communautés qui se sont déchirées dans le passé. Ah ouais. Monsieur Dang, vous êtes content de voir tous ces jeunes qui ont du travail grâce à l'usine? Oui, bien sûr. C'est une immense joie de voir tous ces jeunes qui sont occupés, surtout les Calédoniens et notamment les jeunes Kanaks. Ce jour-là, il est venu examiner l'avancement du chantier avec le directeur canadien de l'usine et son charmant accent. Regarde qu'en fin d'année, il faut absolument la première coulée se fasse. Vous avez raison. C'est un défi. Mais ça, je vous le demande de faire l'impossible. C'est clair pour toute l'équipe. Vous avez raison. Monsieur Dang, businessman hors pair, a imposé une répartition du capital à faire pâlir d'envie les altermondialistes. La région nord, dirigée par les indépendantistes kanaks, détient 51% de l'usine. Le reste est aux mains d'une multinationale. Le directeur doit donc allier développement et profit. J'ai 2 actionnaires maintenant. Un actionnaire local et un actionnaire multinational. Et encore, avec une entreprise comme ça, c'est plus facile d'obtenir un équilibre entre les besoins d'un territoire, d'un peuple, d'un pays et les besoins d'une grande société multinationale. C'est la première fois que le territoire va toucher autant de dividendes de l'exploitation du nickel. Jusqu'à présent, l'argent du minerai s'envolait largement, ne laissant que quelques gouttes sur l'île. Il faut savoir que les multinationales, quand ils vont quelque part, ils essayent de tirer le maximum de profit. Mais je veux avoir 51 pour mon pays, car la majorité permet le contrôle de ma ressource et que les gens ne peuvent pas en abuser. Car une ressource minière, c'est quelque chose qui n'est pas renouvelable. Et je me rends compte que c'était un rêve par le passé et aujourd'hui c'est une réalité. Cette usine qu'il a longtemps admirée en maquette prend aujourd'hui vie. Déjà plus de 2000 emplois directs ont été créés pour les Calédoniens. Avant, on jouait au foot pour tuer le temps. Aujourd'hui, on tape dans la balle après une journée de travail. Un dynamisme qui se lit dans le paysage. Dans les petits villages du coin, c'est déjà le boom économique. Plus d'habitants, plus de 4x4 et une nouveauté, les embouteillages. Les embouteillages, c'est bon signe pour Henri, le nouveau garagiste du village de Vaux. Enfin nouveau, en quelque sorte. Oui, je me disais, quand vous avez quitté Vaux, quand vous étiez plus jeune avant de partir pour Nouméa, vous imaginiez un jour pouvoir revenir pour travailler ici? Non, je m'imaginais surtout revenir pour prendre ma retraite. Finir mes jours ici, quoi. Mais jamais retravailler. Henri a monté avec son fils le 2e garage du village. Grâce au chantier de l'usine sur le site de Vavouto, du travail il y en a pour tous.
Je sais pas, c'est problème de batterie ou alternateur. Ah oui? Ah bah ok. Je vais faire un contrôle et puis après on va changer la batterie. Ah, ok. De toute façon, j'en ai en stock. Encore un client de l'usine? Oui, encore un client de Vavuto. Il y en a beaucoup comme ça tous les jours? Oh oui, beaucoup, énormément. D'ailleurs, 90% de ma clientèle, c'est des travailleurs à Vavuto. Je répare les karchers, je répare les bateaux, je répare les débroussailleuses, les tondeuses, les voitures. Pas les machines à laver. Hein. Là, je m'arrête là. Hein. Mais avant, il n'y avait qu'un seul garage, hein, il avait le monopole, alors voilà. Maintenant, il y a la concurrence. Et au début, vous, l'usine, là, quand c'était à la phase de projet, vous y croyez ou vous disiez oh, ça va jamais sortir de terre cette affaire? Vous savez, avec nos politiques, hein? Aujourd'hui, ils disent blanc, demain noir. On ne sait jamais sur quel pied danser, alors c'est pas évident, quoi. C'est le climat politique de la Calédonie qui faisait ça aussi, qu'on n'y croyait pas trop. Hein. On pensait que tout allait se faire dans le sud, et puis voilà, le nord, il allait être laissé un peu à l'abandon, quoi. Le nord, éternellement à la traîne, derrière le sud de l'île, avec Nouméa, la capitale. Mais cette fois, la brousse n'est plus hors jeu. Elle attire du monde. Un peu trop même. Non, je travaille pour un patron de Nouméa. Il m'a dit, ben, vu qu'on monte un magasin là, tu trouves un logement. Pas de logement. On voit nous pour le projet là, on arrive à loger personne. Au café du village, on est tombé sur Miguel, notre géologue Rasta. Lui mesure les changements apportés par l'usine. Le fameux développement est bien en marche, avec son lot de bouleversements dans les tribus. On a beaucoup moins de chasseurs, on a beaucoup moins de pêcheurs qu'à l'époque, on va dire. Parce que tous ces gens-là qui pêchaient ou qui chassaient à l'époque ou qui cultivaient leur terre, ben, comme ils ont du travail, ils ont de l'argent, donc ils peuvent se payer leur nourriture aussi dans un supermarché à proximité dans les villages concernés. Mais c'est à nous aussi en tant que population, je dirais autochtone ou indigène, de garder aussi notre culture, nos traditions et nos cultures. Et nous on a la chance en Calédonie justement, et notamment dans nos tribus, d'avoir conservé toutes ces traditions-là qui nous sont propres. C'est à nous justement de faire la part des choses entre ces deux mondes. Le monde, on va dire, développé et ce monde traditionnel aussi. Miguel est confiant, lui qui s'est battu pour que ce projet sorte de terre, pour qu'enfin la brousse tire le gros lot. Ah, ça devrait plus tarder maintenant. Le 76, 76. Dans la petite ville du chantier, les ouvriers essaient de décrocher le bon numéro. Les soirs de bingo, la salle des fêtes de l'usine est pleine à craquer. Pour les travailleurs, les soirées sont longues loin de leur famille. Alors on se change les idées avec quelques numéros en espérant avoir tiré les bons. Le 69, 69, Odette, pour toi. Le 40, 49. Le sacré numéro, c'est surtout Manu, le présentateur. 77. Bingo. Et bien voilà, on a 3 gagnants. Et 3 winners. Bravo. Indonesia, China et Caledonia. Les briquets. Mais pour beaucoup, le français, c'est du chinois. Okay, thank you. Et ben voilà. Alors pour s'expliquer, Manu en vient aux mains. For full cars, all numbers, Chinese, okay? All numbers, okay. Okay, perfect, guys. Okay, let's go. Et visiblement, les Chinois ne manquent pas de chiffres porte-bonheur. 79, 2, 2, le 2. À chaque fois, c'est les Chinois qui gagnent. Et pour le prochain gagnant, justement, derrière sur l'estrade, un sac de couchage. Ça, c'est pour toi, le sac de couchage. Je pense pas que je vais rentrer dedans. Pour tes petits-enfants. Quand il y a du bingo, c'est intéressant de venir là que de rester en chambre. Et puis on oublie un peu le boulot. Si on est constamment à fond. Et puis, là, c'est pour se décompresser. C'est finalement la nuit que cette ville de travailleurs s'éveille. Avec ses terrains de sport, son boulodrome, son Wi-Fi gratuit et ses petites ruelles le long des baraquements. Des algécos qui rappellent que cette cité est éphémère. Elle ne sera qu'une parenthèse dans la vie de ces travailleurs. Au détour d'une allée, un salon de coiffure improvisé. Yann, le superviseur chinois, se fait couper les cheveux par une collègue.
En Chine, il y a des coiffeurs partout et c'est vraiment pas cher. Ici, il faudrait qu'on trouve une voiture pour sortir du site, payer la course, puis trouver un coiffeur et encore le payer. Ce serait trop cher. On préfère se débrouiller entre nous. Cette vie, loin des siens, il l'a choisie pour offrir de meilleurs revenus à sa famille. Yann est ici depuis bientôt 2 ans. Pour tous les travailleurs étrangers, c'est difficile d'être loin de chez soi, spécialement au moment des fêtes. Mais la vie n'est pas facile. Il faut faire des choix et puis il faut s'y tenir. C'est comme ça. Life is not easy. Et puis, quand on m'a parlé de venir en Nouvelle-Calédonie, j'ai fait des recherches sur Internet. Quand j'ai vu les photos de l'île, ça m'a rappelé un poème de Tao Yuanming que j'avais appris à l'école. Il y décrit un paradis, une oasis de paix baignée par les fleurs de pêcher, un endroit où tout le monde voudrait aller. Le paradis s'est parfois transformé en enfer. Les mines ont apporté leur lot de souffrance et d'injustice. Sur le massif, les ruines du village où est né M. Dang en sont un maigre témoignage. Mais aujourd'hui, l'oasis de paix gagne du terrain. Depuis les cabanes, on distingue celle qui y contribue. Elle a beau se dissimuler derrière son manteau de brume de chaleur, on ne voit plus qu'elle. Voilà pour 13h15 aujourd'hui. Demain, dimanche, ne manquez pas notre document alors que 4